Pour comprendre les enjeux de la bataille de Bouvines, intéressons-nous à l'étendue du domaine royal au début et à la fin du règne de Philippe Auguste, premier souverain à porter le titre de Rex Franciae plutôt que celui de Rex Francorum. Roi à 15 ans, il ne contrôle alors que l'Île-de-France et l'Orléanais. Ses vassaux, dont le roi d'Angleterre, qui domine la partie ouest de la France, sont plus puissants que lui. Il va passer son règne à étendre le domaine royal avec succès et à faire revenir les fiefs mouvants de la couronne dans le giron français. Au début du XIIIe siècle, dans un contexte d'essor économique de la chrétienté, la dynastie capétienne se présentait comme héritière de Clovis et de Charlemagne sur le trône de France. Le roi Philippe II, dit Auguste, tenta de réaliser le vieux rêve de rendre effective sa suzeraineté nominale sur ses puissants vassaux. Il chercha à diminuer la pression que son royaume subissait, à la fois au sud et à l'ouest, de la part des Plantagenets. Il voulut, au nord, chercher un accès à la mer et rogner sur l'opulent comté de Flandre, alors à son apogée. Philippe réussit en même temps à être le défenseur des intérêts du Saint-Siège. Une puissante coalition se forma contre lui, regroupant les plus puissants princes d'Europe. L'empereur Othon IV de Brunswick, le roi d'Angleterre Jean Santerre, successeur de Richard Cœur de Lion, et Ferrand de Portugal, comte de Flandre. Elle attira également d'influents barons français mécontents de l'autoritarisme du roi, comme Renaud de Damartin, comte de Boulogne. Après une période de sanglante razzia réciproque, il fut décidé d'insérer le royaume de Philippe dans un étau, de tuer le roi et de partager son domaine. Le roi Jean, débarqué en personne à La Rochelle, s'avança vers le nord. Les troupes d'Othon, de Ferrand et de Renaud, de nombreux mercenaires saxons et brabançons, épaulés par le comte de Salisbury, frère utérin du roi d'Angleterre, convergeaient en direction de l'Artois. La guerre commence en février 1214. Le roi d'Angleterre débarque à La Rochelle et entreprend la reconquête de l'Anjou et du Maine. Pour lui barrer la route, Philippe Auguste envoie son fils, le prince Louis. Le roi de France réserve d'affronter la principale armée adverse, celle que commandent Othon von Brunswick et où se trouvent Ferrand de Portugal, Renaud de Damartin et Guillaume, comte de Salisbury, dit Longue Épée. Le 2 juillet 1214, le prince Louis est vainqueur à La Roche-aux-Moines. Ce n'est pas vraiment une bataille rangée, car Jean Santerre a pris la fuite sans combattre, mais l'essentiel est acquis. Le roi d'Angleterre n'a d'autre choix que de rembarquer. Au nord, Philippe Auguste s'est porté au devant de l'ennemi, mais il a affaire à plus forte partie. Avant de partir, il s'est rendu à l'abbaye de Saint-Denis. Dans la nécropole royale, il a levé l'oriflamme, l'étendard dont les rois capétiens se munissent quand ils s'engagent pour la défense du royaume. Une bonne partie de la chevalerie du nord du royaume est avec lui. Philippe est aussi accompagné des troupes à pied fournies par les communes du domaine royal. En tout, quelques milliers de cavaliers, quelques milliers de fantassins. La bataille a lieu le dimanche 27 juillet 1214 à Bouvines, près de Lille. Les chefs de l'armée coalisée sont sûrs de leur victoire, à tel point que, d'après les chroniqueurs français, ils s'accordent déjà sur le partage futur du domaine royal. L'armée française feignant la fuite, se déploie en ligne face aux coalisés, ce qui atténue leur infériorité numérique. Pour la première fois, chevaliers et milices communales combattent ensemble sous l'emblème royal de la fleur de lys et l'oriflamme de Saint-Denis, ce qui donne à la guerre un caractère national inédit. Les coalisés, eux, se trouvent dans un goulot d'étranglement entre le pont de Bouvines, un étang et un bois. La bataille s'engage à la manière féodale, dans un corps à corps indescriptible où chacun cherche son ennemi pour le tuer ou le capturer. La violence des combats est terrible et l'évêque de Beauvais provoque la fuite de l'armée anglaise en terrassant le comte de Salisbury d'un coup de masse. Après 3 heures de combat, le comte de Flandre est désarçonné et capturé. Comme il se doit, l'empereur et le roi de France se font face. Chacun d'entre eux occupe la place centrale dans le dispositif de l'armée. Au cours des combats, Philippe Auguste se retrouve tout d'un coup exposé en première ligne, menacé, renversé de son cheval. La témérité de son chambellan, Pierre Tristan, et du chevalier Guillaume des Barres, ainsi qu'une vigoureuse contre-attaque des milices communales le dégagent. Finalement, c'est Othon von Brunswick qui prend la fuite, tandis que ses 2 acolytes, Ferrand de Flandre et Renaud de Damartin, tombent aux mains du roi de France. La victoire du roi fut sans doute remportée grâce à la cohésion des soldats et de leurs chefs, grâce à la supériorité des chevaliers français, considérés comme les meilleurs tournoyeurs de leur temps. Le chapelain Guillaume le Breton, témoin oculaire des combats,
présenta une interprétation sacralisée des faits qui fut reprise par les institutions officielles durant des siècles. Son issue inattendue fut vantée par le clergé français comme miraculeuse. Le roi fut célébré comme Dieu donné, d'autant plus qu'une période de paix et de prospérité suivit la victoire. À l'appel du souverain, plusieurs communes envoyèrent des milices bourgeoises afin de combattre les envahisseurs aux côtés des chevaliers et des hommes d'armes. Cette circonstance constitua l'amorce d'un sentiment national. Le sens de cette victoire est triple. Elle règle le double conflit opposant depuis des générations le pape et l'empereur, ainsi que le capétien et le Plantagenet. Jean Santerre, qui attaquait conjointement depuis la Saintonge, doit se retirer et l'année suivante, les barons d'Angleterre lui imposent la Grande Charte. Othon disparaît devant le jeune Frédéric II de Hohenstaufen, que soutiennent Philippe Auguste et le pape Innocent III. Bouvines, d'autre part, manifeste la supériorité du roi de France, enrichi par les rançons, maître de 2 grands vassaux rebelles, imposant la trêve au troisième, Jean Santerre. Plus rien ne résiste désormais au pouvoir royal. À l'étranger, les effets de cette bataille rangée ne furent pas moins déterminants. L'empereur Othon perdit son trône, ses successeurs tournèrent pour assez longtemps leurs ambitions vers l'Italie plutôt que vers l'Ouest. Le roi d'Angleterre se vit mettre sous tutelle par ses barons. Enfin, Rome s'imposait comme l'arbitre des États, comme autorité temporelle autant que spirituelle. La bataille de Bouvines revêt une importance objective. Elle est le triomphe qui met hors de combat les ennemis du roi de France. Son issue assure à Philippe une gloire durable. À la fin de sa vie, sa dynastie est tellement ancrée dans le territoire qu'il ne ressent pas le besoin de faire sacrer son fils avant sa propre mort, comme il était coutume. Ta loyauté, ton âme toute pure, nous ont conquis et nous voici joyeux. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme prêt à tout. Garde à nos yeux le charme d'un sourire, quand nous souffrons au plein de notre effort. Et laissons-nous s'élever à nos martyrs. Tiens nos cœurs droits quand faibliront nos corps. Saint-Georges guide-nous sur la route claire et belle. Saint-Georges guide-nous, en nous ferme prêt à tout. Ô grand vainqueur de ton séjour de gloire, assiste-nous quand ici nous luttons.